Je résidais dans une maison de retraite lorsque mon frère fortuné m'a légué un domaine avec une fortune cachée en Provence. À ce moment-là, ma fille, qui m'avait délaissée, est apparue et a déclaré « Transférez-nous tout. Nous veillerons sur vous, vieille dame ingrate. » Mais quand mon notaire est entré dans la pièce, je suis reconnaissante de vous avoir ici. Suivez mon récit jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous nous regardez pour que je puisse constater jusqu'où mon histoire s'est répandue. Le son du déambulateur de Madame Dubois glissant sur le carrelage était le seul élément qui rompait le silence oppressant dans le salon commun de la résidence des Oliviers. J'étais assise à ma place habituelle près de la fenêtre, observant le même parking gris que je fixais depuis 3 années maintenant. 3 années, 2 mois et 16 jours exactement. Non pas que je comptais. Mon nom est Françoise Moreau, et à 67 ans, cette maison de retraite était devenue mon univers entier. Pas par choix, vous comprenez? Ma fille Céleste avait pris cette décision pour moi avec son époux Julien, par un matin froid de mardi, en mars 2021. « Maman, nous ne pouvons simplement plus gérer cela », avait dit Céleste, sa voix dégoulinant de cette inquiétude factice qu'elle avait perfectionnée au fil des années. « Tu deviens oublieuse, et avec l'emploi du temps de Julien et les enfants. » Elle s'était interrompue, laissant l'insinuation flotter dans l'air comme une menace. Oublieuse. C'est ainsi qu'elle appelait cela quand je questionnais pourquoi 15 000 € avaient disparu de mon compte épargne. De l'argent qui s'était volatilisé exactement au moment où Julien avait besoin d'un acompte pour sa nouvelle voiture. Mais quand j'ai soulevé le sujet, soudainement j'étais confuse et je ne réfléchissais pas clairement. La vérité était que je n'avais jamais été aussi lucide. Je savais exactement ce qui se passait. Je ne pouvais simplement pas le prouver. Je me suis déplacée dans ma chaise, ressentant la douleur familière dans le bas du dos d'être restée assise trop longtemps. Les infirmières ici étaient suffisamment aimables, mais elles nous traitaient tous comme des enfants. « L'heure de vos médicaments, Françoise », gazouillait-elle comme si je n'avais pas géré mes propres traitements pendant des décennies avant de finir ici. Par la fenêtre, j'observais une famille chargeant un homme âgé dans leur automobile. Sa fille tenait son bras délicatement, riant de quelque chose qu'il avait dit. Cette vue faisait se serrer ma poitrine d'une douleur familière. Quand était la dernière fois que Céleste avait ri avec moi au lieu de se moquer de moi? Je ne m'en souvenais pas. Le souvenir de notre dernière vraie conversation piquait encore. C'était l'anniversaire de 8 ans de Théo, et j'avais économisé 3 mois pour lui acheter cette bicyclette qu'il désirait. J'étais si fière, regardant son visage s'illuminer tandis qu'il déchirait le papier cadeau. Mais Céleste m'avait tiré à l'écart après, son visage tordu d'irritation. « Maman, tu ne peux pas continuer à le gâter ainsi. Cela fait mal paraître Julien et moi quand nous ne pouvons pas nous permettre des cadeaux comme ça. » Ces mots m'avaient été profondément blessée, surtout puisque je savais qu'elle avait dépensé 2 fois plus pour de nouveaux meubles de patio cette même semaine. J'ai laissé la cuisinière allumée une fois. Une seule fois quand j'étais distraite par un appel téléphonique de Julien, me demandant de vous prêter de l'argent pour le travail dentaire de Léa. Ai-je dit fermement. Et je n'oubliais jamais de payer les factures. Tu étais juste contrarié que je questionne pourquoi mon solde bancaire était de 15 000 € plus bas qu'il n'aurait dû être. Théo leva les yeux de son téléphone, faisant finalement attention. « Qu'est-ce qui ne va pas avec le compte de grand-mère ?»« Rien ne va mal, chérie, » dit rapidement Céleste. « Grand-mère se confond parfois sur ses finances. »« Je ne me confonds pas, » ai-je dit fermement. « Et je ne suis pas incompétente. » La voix de Céleste prit ce ton condescendant que j'avais appris à détester. « Bien sûr que tu n'es pas incompétente. Mais maman, on parle de 6 millions d'euros. Et si quelqu'un essaie de profiter de toi? Et si tu fais une erreur qui te coûte tout? Comme faire confiance à ma propre fille ?» Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une gifle. Les yeux de Léa s'écarquillèrent, et Théo leva vraiment les yeux de son téléphone. Même le couple à la table voisine arrêta de parler. Le visage de Céleste devint blanc, puis rougit. « Je ne peux pas croire que tu viens de dire ça. »« Tu ne peux pas ?» J'ai gardé ma voix stable, mais à l'intérieur je tremblais. « Céleste, en 3 ans,
Tu m'as rendu visite 4 fois. Tu as appelé peut-être une douzaine de fois. Et la moitié de celle-ci était pour me demander d'appeler la compagnie d'assurance à propos d'une facture que tu pensais devrait être couverte. Tu m'as mise à la résidence des Oliviers contre ma volonté. Et puis, tu as disparu de ma vie. Et maintenant 24 heures, après avoir appris un héritage, tu es ici avec les petits-enfants parlant de ce qui est le mieux pour moi. Nous sommes ici parce que nous t'aimons. Non, ai-je dit doucement. Vous êtes ici parce que vous sentez l'argent. Léa commença à pleurer. Le son brisa mon cœur, mais je ne pouvais pas reculer maintenant. Pas quand j'avais finalement le courage de dire la vérité. Théo mit son bras autour de sa sœur. « Maman, pourquoi grand-mère est triste ?» Les yeux de Céleste se remplirent de larmes. Des vraies cette fois, pensai-je. Elle n'est pas triste, chérie. Elle est juste confuse à propos de certaines choses. Je ne suis pas confuse, ai-je répété. Je suis en colère. Il y a une différence. Julien apparut à notre table comme s'il avait attendu dehors. Tout va bien ici ? Je pouvais entendre des voix depuis le parking. Tout va bien, dit Céleste, mais sa voix tremblait. Maman fait juste un de ces épisodes. Je ne fais pas d'épisodes. Ai-je dit assez fort pour que plusieurs autres convives se retournent pour regarder. J'ai une conversation avec ma fille à propos de pourquoi elle m'a abandonnée dans une maison de retraite et n'est revenue que quand elle a entendu parler d'argent. Julien glissa dans la banquette à côté de Céleste. « Écoute, Françoise, je pense que les émotions de tout le monde sont à vif ici. Peut-être devrions-nous prendre du recul. Peut-être devriez-vous prendre plusieurs pas en arrière, ai-je répliqué. Ceci est entre Céleste et moi. En fait, c'est entre nous tous, dit Julien, son ton devenant plus dur. Parce que ça te plaise ou non, nous sommes ceux qui devront gérer les conséquences si tu prends de mauvaises décisions avec cet argent. Quelles conséquences? Qui penses-tu qui s'occupera de toi si tu dilapides 6 millions d'euros? Qui penses-tu qui sera responsable pour toi quand tu auras 90 ans et que tu seras fauché? La menace était claire, même livrée dans son ton calme et raisonnable. Prends soin de toi financièrement, ou nous t'abandonnerons complètement. En plus, ajouta Céleste, essuyant ses yeux, qu'est-ce que tu ferais même avec un domaine en Provence? Tu ne peux plus vivre seul. Tu ne peux pas conduire de longues distances. Tu ne sais rien sur l'élevage de moutons ou la gestion de propriété. Sois pratique, maman. Je regardais autour de la table ma famille. Julien, qui me voyait comme un fardeau potentiel à gérer. Céleste, qui s'était convaincue que contrôler ma vie était la même chose que s'occuper de moi. Théo et Léa, qui apprenaient que l'amour venait avec des conditions et que les grands-parents étaient des problèmes à résoudre, plutôt que des personnes à chérir. « Tu as raison, » ai-je dit finalement. Je ne sais rien sur la gestion d'un domaine. Le visage de Céleste s'illumina de soulagement. Je suis si contente que tu sois raisonnable à ce sujet. Mais je peux apprendre. Son sourire se figea. Je peux engager des gens qui connaissent l'élevage et la gestion de propriété. Je peux acheter des livres, prendre des cours, poser des questions. J'ai réussi à t'élever et travailler à temps plein et maintenir un foyer pendant 30 ans. Je pense que je peux comprendre comment être propriétaire d'un domaine. Maman, et si je n'y arrive pas, je peux vendre le domaine et acheter une belle maison quelque part au chaud, ou voyager, ou donner l'argent à la charité. C'est mon choix à faire. Julien se pencha en avant. Et qu'est-ce qui nous concerne? Qu'en est-il des fonds universitaires de Théo et Léa? Qu'en est-il d'aider ta propre famille? Qu'en est-il des 15 000 € qui ont disparu de mon compte? Qu'en est-il des 3 années d'abandon? Qu'en est-il de me traiter comme un être humain au lieu d'un problème à gérer? Très bien, dit Céleste, sa voix froide. Si c'est comme ça que tu te sens, alors peut-être devriez-vous prendre vos décisions seuls. Mais n'attends pas de nous qu'on soit là pour ramasser les morceaux quand tout s'effondrera. Elle se leva brusquement, rassemblant son sac à main. Allez les enfants, on part. Théo et Léa se précipitèrent hors de la banquette, l'air confus et effrayé. Léa se retourna vers moi, ses yeux brillants de larmes. « Est-ce que tu es fâchée contre nous, grand-mère ?» Mon cœur se brisa encore une fois. « Non, ma chérie,
Je ne suis pas fâchée contre vous. Je vous aime beaucoup. Alors pourquoi tu ne peux pas juste faire ce que maman veut ?» Je m'agenouillais à son niveau, ignorant la douleur dans mes genoux. Parfois, les adultes doivent faire des choix difficiles, même quand les autres ne comprennent pas. Mais je vous aimerai toujours, peu importe quoi. J'ai serré les 2 petits-enfants dans mes bras, respirant leur parfum familier de chewing-gum et de soleil. Quand j'ai levé les yeux, Céleste regardait avec des larmes coulant sur son visage. « Ce n'est pas fini, maman, » dit-elle doucement. « Nous ne te laisserons pas te détruire. » Alors qu'il s'éloignait, Théo se retourna une fois, son jeune visage sérieux, au-delà de ses années. « Au revoir, grand-mère. » Je suis restée seule dans le café pendant longtemps après leur départ, soignant un thé froid et essayant d'arrêter mes mains de trembler. Je venais de déclarer la guerre à ma propre famille, et je n'étais pas sûre d'être assez forte pour gagner. Le lendemain matin apporta ma 2e réunion avec Maître Dubois. Mais cette fois, j'étais préparée. J'avais passé la nuit à penser à la lettre d'Henri, à tout ce que Céleste avait dit, et à la personne que j'étais avant de laisser la peur et la solitude me convaincre d'accepter moins que ce que je méritais. Maître Dubois m'attendait dans la même salle de conférence. Mais aujourd'hui, il avait plusieurs boîtes de documents avec lui. Il se leva quand j'entrai, son expression plus sérieuse que notre première rencontre. « Madame Moreau, j'espère que cela ne vous dérange pas, mais j'ai apporté du matériel supplémentaire que votre frère voulait que vous ayez. Il était très spécifique sur le moment où vous devriez les recevoir. » « Quel genre de matériel ?» Au lieu de répondre directement, il sortit une enveloppe manila scellée avec de la cire rouge. Les initiales d'Henri étaient sans les presser dans le seau. « Il a dit de vous donner ceci si quelqu'un dans votre famille essayait de vous faire pression concernant l'héritage. » Mon estomac tomba. Comment avait-il pu savoir ? Votre frère était un homme très perspicace. Il m'a parlé de votre situation, de comment vous avez fini à la résidence des Oliviers. Il soupçonnait que la nouvelle d'un héritage pourrait faire sortir certaines personnes du bois. Je brisai le seau avec des doigts tremblants. À l'intérieur était une autre lettre d'Henri, mais celle-ci était différente. Son écriture était plus nette, plus en colère. « Françoise, si tu lis ceci, alors j'avais raison sur ce qui arriverait. Ils sont venus renifler autour de l'argent, n'est-ce pas ? Probablement dans les heures suivant l'avoir entendu. Je vais te dire des choses maintenant que j'aurais dû te dire il y a des années. Des choses que j'ai découvertes sur Céleste qui m'ont fait perdre complètement le respect pour elle. Te souviens-tu quand la maison de papa s'est vendue après sa mort ? L'agent immobilier était la fille de mon ami Charles, et elle m'a dit quelque chose d'intéressant. Le prix de vente était de 140 000 €, mais tu n'as eu que 65 000 €. Quand j'ai demandé à Céleste à ce sujet, elle a dit qu'il y avait des privilèges et des coûts de réparation qui ont mangé la différence. C'était un mensonge. J'ai vu les documents de clôture. Céleste avait fait ajouter ton père à son nom, sur l'acte 2 semaines avant qu'il meure, quand il était trop malade pour comprendre ce qu'il signait. Elle a pris 75 000 € qui auraient dû être à toi. Mes mains commencèrent à trembler si violemment que je pouvais à peine tenir la lettre. La maison de papa. Je m'étais demandé pourquoi ma part avait été si petite, mais Céleste m'avait montré des factures et des reçus, avait expliqué les problèmes de fondation et les arriérés d'impôts. Je lui avais fait confiance. Il y a plus. Te souviens-tu quand tu t'es cassé la hanche il y a 3 ans? Tu as appelé Céleste pour de l'aide et elle est pas venue pendant quelques jours, pendant que tu récupérais. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'elle a fait fouiller tous tes papiers financiers par Julien pendant que tu dormais. Ils ont tout photocopié. Relevé bancaire, police d'assurance, même ton testament. Madame Leclerc d'à côté les a vus le faire et l'a dit à sa fille, qui l'a dit à Charles, qui me l'a dit. Au moment où j'en ai entendu parler, tu étais déjà à la résidence des Oliviers. Madame Leclerc, ma voisine de 15 ans, qui avait toujours été si gentille. Elle avait su ce que Céleste faisait et avait essayé de faire passer le mot à Henri. Mais alors, il était trop tard. La dernière chose que tu dois savoir concerne l'argent qui a disparu de ton compte. J'ai engagé un détective privé après que tu me l'aies mentionné.
Julien a falsifié ta signature sur un bordereau de retrait pour 15 000 €. L'enquêteur a des copies de l'enregistrement de sécurité de la banque montrant Julien au guichet. Je joins des copies de tout dans ce paquet. La fraude de l'acte, l'enregistrement de la banque, même des dossiers montrant que Céleste a appelé la résidence des Oliviers pour s'enquérir des coups 2 mois avant ta chirurgie de la hanche. Elle a planifié ceci, Françoise. Tout. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais j'espérais qu'elle ferait la bonne chose et te ramènerait à la maison. Elle ne l'a jamais fait. Ne la laisse pas voler cet héritage aussi. Tu mérites mieux. Henri. La lettre glissa de mes doigts engourdis. Maître Dubois me regardait avec inquiétude, mais il ne parla pas. Il tendit simplement la main dans une des boîtes et sortit un dossier épais. « Votre frère était très minutieux, » dit-il doucement. À l'intérieur du dossier étaient cotées des photocopies de documents que je n'avais jamais vus avant. L'acte de la maison de papa montrant le nom de Céleste, ajouté juste des jours avant sa mort. Des dossiers bancaires montrant le retrait falsifié. Des captures d'écran des caméras de sécurité montrant Julien à la banque. Ma signature ne correspondant clairement pas à celle sur le bordereau de retrait. Et le plus accablant de tout, une conversation téléphonique enregistrée entre Céleste et le directeur des admissions de la résidence des Oliviers. « Avez-vous un moyen de jouer ceci ?» demanda Maître Dubois, tenant un petit enregistreur numérique. J'ai hoché la tête, bien que je ne sois pas sûre de vouloir l'entendre. La voix de Céleste sortit du haut-parleur, claire et professionnelle. « J'appelle pour demander concernant votre établissement de soins de mémoire. Ma mère montre des signes de démence, et nous commençons à regarder les options. »« Je vois, » répondit le directeur des admissions. « Quel genre de symptômes éprouve-t-elle ? Confusion à propos des finances, oubli de payer les factures, laisser les appareils allumés, les choses habituelles. Elle devient aussi de plus en plus paranoïaque, accusant les membres de la famille de lui voler. » Mon souffle se bloqua. Même 3 ans plus tard, entendre Céleste me décrire de cette façon se sentait comme un coup physique. A-t-elle été évaluée par un médecin ? Nous travaillons là-dessus, mais honnêtement, elle résiste à admettre qu'il y a un problème. Nous pourrions avoir besoin de bouger rapidement quand le moment viendra. Je comprends que beaucoup de familles font face à ce défi. Quel est votre calendrier ? Espérons, dans les prochains mois. Elle a eu une chute récemment, et nous sommes inquiets de la laisser vivre seule. La chute à laquelle elle faisait référence avait été moi, trébuchant sur un tapis dans mon propre salon. J'allais bien, juste quelques bleus, mais Céleste avait agi comme si c'était un signe de déclin cognitif sérieux. L'enregistrement continua avec Céleste posant des questions détaillées sur les coûts, les politiques de visite, et comment arranger un placement d'urgence si j'avais un autre incident médical. Au moment où cela se termina, je tremblais de rage. « Elle l'a planifié !» ai-je murmuré. « Tout. » Maître Dubois hocha la tête sombrement. « Votre frère le soupçonnait. C'est pourquoi il s'est assuré que j'ai toute cette preuve avant de vous contacter. »« Mais pourquoi ? Pourquoi me ferait-elle cela ? » Basé sur ce que votre frère m'a dit, je pense qu'elle vous voyait comme un fardeau financier qui se mettait en travers de ses propres plans. Avec vous en soins assistés, elle n'avait pas à s'inquiéter de vous soutenir dans votre vieillesse. Et avec l'accès à vos finances, elle pouvait prendre tout ce qu'elle voulait. J'ai fini la pensée, me sentant malade. Votre frère a aussi découvert que Céleste et Julien avaient des problèmes financiers sérieux au moment où vous avez été placés à la résidence des Oliviers. Julien avait perdu son emploi. Ils étaient en retard sur leur hypothèque et ils avaient atteint la limite de plusieurs cartes de crédit. Tout commençait à avoir un sens horrible. Les vêtements coûteux que Céleste portait quand elle visitait, la nouvelle voiture que Julien conduisait, les vacances européennes qu'ils avaient prises l'été dernier, qu'ils avaient postées partout sur les réseaux sociaux, tout financé en me volant. « Que puis-je faire à ce sujet ?» ai-je demandé. Maître Dubois sortit un autre dossier. Votre frère a anticipé cette question aussi. Il a déjà fait la plupart du travail de base pour une action légale, si c'est ce que vous choisissez. La preuve est solide. Fraude, abus d'aînés, falsification.
Le procureur serait probablement très intéressé par cette affaire. Et si je ne veux pas porter plainte, c'est entièrement votre choix. Mais Madame Moreau, vous devriez savoir que ce qu'ils vous ont fait, ce n'est pas seulement moralement mal, c'est criminel. Puis, basé sur l'enquête de votre frère, vous n'êtes probablement pas leur seule victime. Que voulez-vous dire? Le père âgé de Julien est mort il y a 2 ans. Il était dans une maison de retraite pendant les 6 derniers mois de sa vie, et Julien gérait ses finances. La succession du vieil homme était supposée valoir environ 115 000 €. Mais quand il est mort, il restait moins de 8 000 €. Julien a prétendu que tout était allé aux frais médicaux. J'ai fermé les yeux, me sentant accablée. Combien de personnes avait-il blessé? Combien d'autres familles avaient été déchirées par leur cupidité? Il y a autre chose, continua Maître Dubois. Votre frère a établi l'héritage avec des protections très spécifiques. Même si vous vouliez donner accès à l'argent à Céleste, vous ne pourriez légalement pas. La fiducie est structurée pour que les fonds ne puissent être utilisés que pour votre bénéfice direct. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que même s'ils vous convainquaient d'une manière ou d'une autre de signer des papiers, ou s'ils essayaient de prétendre que vous étiez incompétente et obtenir la tutelle, ils ne pourraient toujours pas toucher l'argent. Votre frère s'est assuré de cela. Pour la première fois depuis que ce cauchemar entier avait commencé, j'ai senti une étincelle d'espoir. Henri m'avait protégée, même de moi-même. Il a vraiment pensé à tout, n'est-ce pas? Maître Dubois sourit. Il vous aimait beaucoup, Madame Moreau, et il voulait s'assurer que cette fois, personne ne pourrait profiter de vous. J'ai rassemblé tous les documents, sentant leur poids dans mes mains. Preuve de trahison, mais aussi preuve que je n'étais pas folle, n'étais pas paranoïaque, n'étais pas la vieille femme confuse que Céleste avait peinte. Maître Dubois, je veux voir le domaine. Bien sûr, je peux arranger pour qu'une voiture vous y conduise quand vous êtes prête. Et je veux savoir ce qu'il faudrait pour y vivre. Ses sourcils se levèrent légèrement. Êtes-vous sûr? C'est assez isolé. Et gérer une propriété de cette taille? Je suis sûre, ai-je dit fermement. Pour la première fois en 3 ans, je suis absolument sûre de quelque chose. Alors que je retournais à ma chambre à la résidence des Oliviers, le dossier de preuves serré en sécurité sous mon bras, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas éprouvé en années. Pouvoir. Vrai pouvoir soutenu par la vérité et protégé par la planification soigneuse d'Henri. Céleste et Julien pensaient qu'ils pouvaient m'intimider pour que je remette mon héritage. Ils pensaient que j'étais faible, confuse, facilement manipulée. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils se trompaient. 3 jours passèrent avant que Céleste appelle. 3 jours pendant lesquels j'arrangeais un voyage pour voir le domaine d'Henri, rencontrer un conseiller financier que Maître Dubois recommanda, et plus important, fit la paix avec ce que je devais faire. Quand son nom apparut sur mon téléphone, je le laissai sonner 4 fois avant de répondre. « Maman !» Sa voix était tendue, épuisée. « Nous devons parler. »« Bonjour, Céleste. »« J'ai réfléchi à notre conversation au café, et je pense que nous avons toutes deux dit des choses que nous ne pensions pas. Je sais que tu es contrariée, mais la famille, c'est la famille. Nous devons arranger cela. » Je m'assis dans ma chaise près de la fenêtre, regardant le parking gris familier. « Qu'avais-tu en tête? » Julien et moi avons parlé à un avocat. Nous pensons que la meilleure solution est d'établir une fiducie familiale avec nous 3, comme fiduciaires. Comme ça, tout le monde a son mot à dire, et il y a protection contre toute décision impulsive. Par décisions impulsives, tu veux dire moi, utilisant réellement mon propre héritage? Maman, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. C'est pour te protéger, pour nous protéger tous. Où étais-tu pendant 3 jours, Céleste? La question sembla la dérouter. Que veux-tu dire? Je veux dire, si cet héritage est une telle crise qui nécessite des réunions familiales immédiates et des consultations légales d'urgence, où étais-tu pendant 3 jours? Pourquoi n'as-tu pas appelé plus tôt? Nous avions besoin de temps pour rechercher des options, pour comprendre la meilleure approche.
Vous aviez besoin de temps pour comprendre comment contrôler l'argent. Un long silence. Quand Céleste parla à nouveau, sa voix était plus dure. Très bien. Tu veux l'honnêteté? Oui. Nous sommes inquiets que tu prennes des décisions qui pourraient pas blesser tout le monde. Tu n'as pas exactement montré un bon jugement dans le passé. À quelle décision passée fais-tu référence? Tu as laissé papa te marcher dessus pendant 20 ans. Tu es resté dans un emploi qui payait à peine les factures, quand tu aurais pu faire mieux. Tu as fait confiance à des gens qui ont profité de toi. Et regarde où cela t'a mené. Seul dans une maison de retraite. Chaque mot était conçu pour blesser, pour me faire douter de moi-même. L'ancienne Françoise se serait effondrée, aurait présenté des excuses pour être difficile. Mais l'ancienne Françoise ne savait pas ce que je savais maintenant. Tu as raison, ai-je dit calmement. J'ai fait confiance à des gens qui ont profité de moi. Mais j'apprends de ces erreurs. Bien. Alors tu considéreras la fiducie familiale? En fait, j'ai décidé d'accepter ta suggestion du café. Quelle suggestion? Que je prenne mes décisions seule? Un autre silence, celui-ci crépitant de tension. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je décline votre offre d'aider à gérer mon héritage. Cela signifie que je prends mes propres choix concernant mon propre argent. Et cela signifie que je pense qu'il est temps que toi et Julien fassiez face aux conséquences de vos propres choix. De quoi parles-tu? J'ai tiré le dossier d'Henri sur mes genoux, passant mes doigts sur la preuve à l'intérieur. Je parle des 75 000 € que tu as volés de la succession de papa. Je parle des 15 000 € que Julien a falsifié ma signature pour voler de mon compte bancaire. Je parle des 3 années que tu m'as gardée dans cet endroit en disant à tout le monde que je suis incompétente. Le silence de l'autre côté était assourdissant. Je ne sais pas quel mensonge oncle Henri t'a dit. Henri ne m'a rien dit. Il m'a montré des dossiers bancaires, des enregistrements de sécurité, des appels téléphoniques enregistrés, tout. C'est impossible. Voudrais-tu que je joue l'enregistrement de toi appelant la résidence des Oliviers 2 mois avant ma chirurgie de la hanche? Celui où tu décris mes symptômes de démence et demandes les options de placement d'urgence? J'entendis une prise de souffle aiguë. Maman, je peux expliquer? Je suis sûre que tu peux. Tu es très douée pour expliquer les choses de façon qui me font paraître confuse, et toi paraître comme la fille attentionnée. Mais j'ai fini d'écouter les explications. Tu ne peux pas prouver tout cela. En fait, je peux. Henri a engagé un détective privé. Tout est documenté, photographié, enregistré. Le procureur serait très intéressé par une affaire impliquant l'abus d'aînés et la fraude financière. Tu ne ferais pas... Mais sa voix vacillait avec incertitude. Ne le ferais-je pas? Tu as passé 3 ans à dire à tout le monde que je ne suis pas compétente pour prendre mes propres décisions. Mais apparemment, je suis assez compétente pour porter des accusations criminelles. Je pouvais l'entendre respirer plus vite, plus paniqué. Maman, s'il te plaît, pense à Théo et Léa. Pense à ce que cela leur ferait. Et voilà. Utiliser mes petits-enfants comme boucliers, tout comme elle les avait utilisés comme armes au café. J'ai pensé à eux, Céleste. J'ai pensé au genre de leçons que tu leur enseignes. Que c'est acceptable de voler de la famille. Que c'est acceptable d'abandonner les parents âgés. Que l'amour est conditionnel sur ce que les gens peuvent te donner. Ce n'est pas ce que nous leur enseignons. N'est-ce pas? Théo a 11 ans, et il n'a jamais passé une nuit chez sa grand-mère. Léa a 8 ans, et elle m'a visité 6 fois en 3 ans. Qu'est-ce que tu leur enseignes exactement sur la famille? Nous les protégeons de te voir comme ça. Comme quoi? Indépendante? Prenant mes propres décisions? Défendant mes droits? Dieu nous en préserve qu'ils voient à leur grand-mère agir comme si elle avait de la valeur. Tu tords tout. Je vois tout clairement pour la première fois en année. Très bien. La voix de Céleste se brisa de frustration. Tu veux nous exclure? Vas-y. Mais ne viens pas pleurer vers nous quand tu réaliseras que tu ne peux pas gérer ceci seul. N'attends pas de nous qu'on ramasse les morceaux quand tu perdras tout. Je n'aurai pas besoin de vous pour ramasser les morceaux, Céleste. Parce que, contrairement à vous, je ne prévois pas de voler aux membres de la famille pour résoudre mes problèmes. Tu sais quoi?
Tu mérites d'être seule. Tu as toujours été égoïste, toujours joué la victime. Peut-être qu'être abandonnée est exactement ce que tu as mérité. » La cruauté dans sa voix aurait dû me dévaster. Il y a une semaine, ça l'aurait fait. Mais maintenant, armée de la vérité sur qui elle était vraiment, cela sonnait juste pathétique. « Peut-être as-tu raison, » ai-je dit doucement. « Peut-être que je mérite d'être seule. Mais si c'est vrai, alors qu'est-ce que tu mérites pour m'avoir volé? Qu'est-ce que tu mérites pour avoir menti sur moi? Qu'est-ce que tu mérites pour m'avoir abandonnée ?» Elle raccrocha sans répondre. 2 heures plus tard, Julien appela. « Françoise, nous devons parler. Céleste est hystérique et toute cette situation devient hors de contrôle. »« Bonjour Julien. Comment profitez-vous de la voiture que vous avez achetée avec mes 15 000 €? » Une pause. « Je pense qu'il y a eu quelques malentendus. »« Pas de malentendus. J'ai l'enregistrement de sécurité de vous, à la banque falsifiant ma signature. J'ai des copies des bordereaux de retrait. J'ai tout. Écoute, s'il y a eu quelques irrégularités financières, je suis sûre que nous pouvons arranger cela. Mais menacer d'impliquer les forces de l'ordre, c'est aller trop loin. »« Vraiment? Vous avez commis un crime, Julien. L'abus d'aîné est un délit grave. Tu parles de détruire notre famille à cause de quelques erreurs comptables. Je parle d'obtenir justice pour 3 années d'abus. » Son ton changea, devenant plus dur, plus menaçant. « Tu sais quel est ton problème, Françoise? Tu penses que cet héritage te rend puissante? Mais tu es toujours une vieille femme confuse, dans une maison de retraite. Tu as encore besoin de nous. Vraiment? Qui va te conduire aux rendez-vous médicaux? Qui va gérer tes médicaments quand tu oublies? Qui sera là quand tu tombes et te casses une hanche? Les mêmes personnes qui ont fait ces choses pendant les 3 dernières années. Des professionnels payés qui se soucient réellement de mon bien-être. Ah, et quand l'argent s'épuisera? Quand tu auras 90 ans et que tu seras fauché parce que tu as pris des décisions stupides? Alors je m'en occuperai moi-même, tout comme je m'occupe de tout le reste moi-même. Tu veux vraiment mourir seule? La question me frappa comme un coup physique, parce qu'elle touchait à ma peur la plus profonde. Mais alors je pensais aux 3 dernières années, à quel point je me sentais seule, même avec Céleste dans ma vie. À quel point je me sentais abandonnée, même si j'avais techniquement de la famille. Julien, j'ai été seule pendant 3 ans. La seule différence maintenant, c'est que je le choisis. Je raccrochai et appelai immédiatement Maître Dubois. « Je veux voir le domaine demain, » lui dis-je, « et je veux commencer les papiers pour y emménager. Êtes-vous sûre, Madame Moreau? C'est une grande décision. » « Je suis sûre. Pour la première fois en années, je suis absolument sûre. » Ce soir-là, je m'assis dans ma chambre et écrivis 2 lettres. La première était pour Théo et Léa, expliquant pourquoi grand-mère pourrait ne pas les voir pendant un moment, mais que je les aimais et espérais qu'ils comprendraient un jour quand ils seraient plus âgés. La seconde était pour Maître Dubois, avec des instructions détaillées sur quoi faire si Céleste ou Julien essayaient de prétendre que j'étais incompétente ou tentaient d'obtenir la tutelle sur moi. Puis je sortis l'enregistreur que Maître Dubois m'avait donné et passai 1 heure à documenter tout ce dont je pouvais me souvenir des 3 dernières années. Chaque mensonge que Céleste avait dit, chaque excuse que Julien avait faite, chaque fois qu'il m'avait fait me sentir comme un fardeau au lieu d'une personne, s'ils voulaient te jouer des jeux sur ma compétence, je leur donnerais la preuve d'exactement à quel point j'étais compétente. Le lendemain matin, j'emballai mes quelques affaires dans 2 valises. 3 années de vie dans une maison de retraite ne représentaient pas grand-chose. Quelques vêtements, quelques livres, les photographies que j'avais sauvées de mon ancienne maison. Alors que je pliais soigneusement les lettres d'Henri entre mes pullovers, je me trouvais souriante. Pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, j'étais en contrôle. Céleste et Julien pensaient qu'ils pouvaient m'intimider pour leur donner ce qu'ils voulaient. Ils pensaient que j'étais faible, confuse, désespérée de leur approbation. Ils étaient sur le point d'apprendre la différence entre être seul et être libre. Le trajet vers la Provence prit 6 heures, mais cela semblait voyager vers un autre monde. Maître Dubois avait arrangé un service de voiture. Et alors que nous laissions la plaine plate derrière
et nous dirigions vers des collines ondulantes, parsemées de moutons. Je sentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé en années. Anticipation. Le domaine était encore plus beau que les photographies l'avaient comme suggéré. La bastide en pierre était assise sur une élévation douce, surplombant une vallée où un ruisseau serpentait entre des peupliers. Les montagnes s'élevaient au loin, enneigées même en fin d'été. Tout était exactement comme Henri l'avait laissé, maintenu par un couple local qui l'avait embauché des années auparavant. Madame Moreau. Le chauffeur me regardait dans le rétroviseur. Tout va bien? Je réalisais que je pleurais, mais ce n'était pas des larmes de tristesse. Pour la première fois en 3 ans, je regardais un endroit qui pouvait être un foyer. Tout est parfait, ai-je dit. Tom et Linda Garnier s'occupèrent de la propriété d'Henri depuis 15 ans. Ils étaient dans la 60aine, avec des visages burinés et des yeux gentils, et ils m'accueillirent comme si j'étais de la famille qui rentrait à la maison. « Henri parlait de vous tout le temps », dit Linda en me montrant à travers la maison. « Il était si fier de vous, mais inquiet aussi. Il disait que vous méritiez mieux que ce que la vie vous avait donné. » La maison était plus grande qu'elle ne semblait de l'extérieur, avec 4 chambres, une cheminée en pierre et des fenêtres qui laissaient entrer des flots de lumière dorée. Le mobilier d'Henri était simple mais solide. Des tables en bois, faites main, des chaises confortables, des bibliothèques remplies de guides de gestion de domaine et de romans classiques. L'élevage de moutons se gère pratiquement tout seul, expliqua Tom, alors que nous marchions à travers les bergeries. Henri l'a construit lentement, et sûrement sur 40 ans. Nous avons environ 150 têtes de brebis mérinos. Bon pâturage, source d'eau fiable. Le revenu couvre tous les frais d'exploitation et plus. Vous voulez dire que ça fait de l'argent? Tom sourit. Henri était un homme d'affaires intelligent. Cet endroit a tourné un profit chaque année depuis 1995. Je me tenais dans l'embrasure de la porte de la bergerie principale, respirant l'odeur de foin et de cuir, écoutant le bêlement paisible des moutons au loin. C'était si silencieux que je pouvais entendre mon propre cœur battre. « Madame Moreau, » dit Linda doucement, « pensez-vous rester? »« Je pense à vivre, » ai-je répondu. Ce soir-là, j'appelais Maître Dubois du ancien bureau d'Henri, entouré de ses dossiers soigneusement organisés et de décennies d'archives du domaine. « Comment était votre première journée comme propriétaire de domaine ?» demanda-t-il. « Écrasante et merveilleuse. Maître Dubois, je veux rendre ceci officiel. Je veux déménager ici de façon permanente. Je pensais que vous pourriez. J'ai déjà commencé les papiers pour transférer vos soins de la résidence des Oliviers à la clinique médicale en ville. Docteur Sarah Chen vient hautement recommandée et elle fait des visites à domicile pour les patients âgés. Je ne suis pas âgée, ai-je dit. Puis je me repris. Je veux dire, j'ai 67 ans, mais je ne me sens pas âgée. C'est parce que vous ne vivez plus comme si vous étiez âgée. Vous vivez comme si vous étiez vivante. Au cours de la semaine suivante, je me suis installée dans une routine qui semblait plus naturelle que tout ce que j'avais fait en années. Je me réveillais avec le lever du soleil, prenais le café sur le porche avant, en regardant les moutons paître, et passais mes journées à apprendre ma nouvelle vie. Tom m'enseigna à reconnaître les différents pâturages et sources d'eau. Linda me montra le jardin d'Henri et la cave, où il stockait les légumes à travers l'hiver. J'engageai une femme locale nommée Marie pour aider avec les travaux ménagers 2 fois par semaine, plus pour la compagnie que par nécessité. Elle avait l'âge de Théo et pleine d'histoires sur grandir dans la campagne. À travers elle, je rencontrai d'autres voisins. Le vétérinaire qui s'était occupé des moutons d'Henri, le propriétaire du magasin d'aliments qui connaissait mon frère depuis des décennies, le maître de poste qui se souvenait quand Henri avait d'abord acheté la propriété. Pour la première fois de ma vie adulte, je faisais partie d'une communauté où les gens connaissaient mon nom et se soucièrent de mon bien-être sans rien attendre en retour. L'appel de Céleste vint le 10e jour au domaine. « Maman, les gens disent que tu as déménagé en Provence. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. » J'étais assise sur le porche avant, regardant Tom réparer une section de clôture, tandis que Linda étendait la lessive sur la corde derrière la maison. L'image de la paix domestique. « C'est vrai. »
Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Tu ne sais rien survivre seule, surtout pas sur quelque domaine isolé. Et s'il y a une urgence médicale? Et s'il t'arrive quelque chose? La même chose qui arriverait si j'avais une urgence à la résidence des Oliviers. Je recevrais des soins médicaux. C'est de la folie. Tu vas te faire tuer là-bas. Céleste, je suis ici depuis 10 jours. Je ne suis pas tombée. Je n'ai pas oublié de prendre mes médicaments. Et je n'ai laissé aucune cuisinière allumée. J'ai cuisiné mes propres repas, géré mon propre horaire, et même appris à conduire le pick-up du domaine. « Tu conduis ?» Sa voix monta d'une octave. « Maman, tes réflexes ne sont plus ce qu'ils étaient. » « Mes réflexes vont bien. Ce qui n'allait pas, c'était d'être traitée comme une invalide quand je n'en étais pas une. J'appelle les services de protection des adultes. La menace aurait dû m'effrayer, mais je l'attendais. Vas-y. » Maître Dubois a préparé un dossier complet documentant ma compétence, incluant des évaluations médicales, des évaluations financières et des témoignages des gens qui m'ont aidé à m'installer ici. Il a aussi préparé des contre-accusations pour abus d'aînés et fraude financière. Silence. Céleste, je veux que tu comprennes quelque chose. Je ne me cache pas de toi, et je ne fuis pas. Je me dirige vers quelque chose de mieux. Quelque chose que tu m'as enseigné que je méritais quand tu m'as montré ce que je ne méritais pas. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent si loin. N'est-ce pas? Tu m'as mise dans une maison de retraite, et tu es partie. Tu m'as volé pendant des années. Tu prévoyais contrôler mon héritage comme tu as contrôlé tout le reste. Que pensais-tu qui arriverait quand je découvrirais la vérité? Je pensais que tu me pardonnerais comme tu le fais toujours. La tristesse dans sa voix faillit briser ma résolution. Presque. Je t'ai pardonné, Céleste. Mais pardonner ne signifie pas oublier. Et ça ne signifie pas laisser cela se reproduire. Alors, c'est ça. Tu nous exclus de ta vie pour toujours? Je regardais Tom travaillant sur la clôture, ses mouvements sûrs et déterminés. Il me saluait chaque fois qu'il me surprenait à regarder. Juste une reconnaissance simple que j'étais là, que j'importais. Je ne vous exclus pas, ai-je dit finalement. Mais je ne vous cours plus après non plus. Si tu veux une relation avec moi, elle doit être basée sur le respect. Du vrai respect, pas le genre faux qui disparaît quand c'est gênant. Et Théo et Léa? Mon cœur se serra. Ils seront toujours les bienvenus, ici, quand ils seront assez âgés pour prendre leurs propres décisions, sur s'ils veulent connaître leur grand-mère. Tu vas vraiment les punir pour mes erreurs? Je ne punis personne. Je me protège. Il y a une différence. Après avoir raccroché, je restais sur le porche pendant longtemps, regardant le soleil se coucher derrière les montagnes. Linda m'apporta une tasse de thé et s'assit à côté de moi sans rien dire. « Henri m'a laissé une lettre, » ai-je dit finalement. Il a dit que je méritais mieux que ce que j'avais eu. Pendant des années, j'ai pensé que cela signifiait que je méritais mieux des autres. Mais peut-être que cela signifiait que je méritais mieux de moi-même. Comment ça? J'ai passé 67 ans à accepter moins que ce que je valais, parce que j'avais peur d'être seule. Mais être seule n'est pas la pire chose qui peut vous arriver. Être avec des gens qui ne vous valorisent pas, c'est pire. Linda hocha la tête. Henri disait que la différence entre la solitude et la solitude, c'est le choix. Un mois plus tard, j'ai reçu un paquet sans adresse de retour. À l'intérieur était une photo d'école de Théo et un dessin que Léa avait fait d'une maison avec des fleurs autour. Au dos, elle avait écrit « Je t'aime, grand-mère » dans son écriture soigneuse de 8 ans. J'ai mis la photo sur ma cheminée et le dessin sur mon réfrigérateur à côté des listes d'épicerie que Linda m'aidait à écrire et des cartes de rendez-vous de Dr. Chen. 2 mois après cela, le téléphone sonna un dimanche après-midi. La voix de Théo, incertaine, mais déterminée. « Grand-mère Françoise? C'est Théo. Maman ne sait pas que j'appelle. » Mon cœur faillit s'arrêter. « Théo, comment as-tu eu ce numéro? » Je l'ai trouvé dans le téléphone de maman. « Grand-mère, vis-tu vraiment dans un domaine? » « Oui. »« Avec des chevaux? » Je ris, regardant par la fenêtre où Tom travaillait, avec les moutons. « Pas de chevaux, mais beaucoup de moutons et de poules, et les plus belles montagnes que tu aies jamais vues. »
Est-ce que... Est-ce que Léa et moi pourrions visiter un jour quand nous serons plus âgés? Oh mon chéri, vous pourriez visiter n'importe quand votre mère dit que c'est d'accord. Elle dit que tu ne veux plus nous voir. Le mensonge me frappa comme un coup physique. Ce n'est pas vrai, Théo. Je voudrais toujours vous voir. Mais parfois, les adultes ont des désaccords qui rendent les choses compliquées. Est-ce parce que maman a fait quelque chose de mal? Garçon intelligent. Trop intelligent pour son propre bien. C'est parce que j'ai finalement appris à me défendre. Bien, dit-il férocement. Tu devrais te défendre. Après avoir raccroché, j'appelais Maître Dubois. Je veux établir des fonds universitaires pour Théo et Léa. Ai-je dit. Des fonds que Céleste ne peut pas toucher, qui vont directement à eux quand ils auront 18 ans. C'est très généreux, Madame Moreau. Ce n'est pas généreux. C'est un investissement dans l'avenir. Un jour, quand ils seront adultes, ils auront des questions sur ce qui est arrivé à leur famille. Quand ils en auront, je veux qu'ils sachent que leur grand-mère n'a jamais arrêté de les aimer. 6 mois plus tard, je nourrissais les poules quand j'ai vu une voiture familière monter le chemin du domaine. Mon cœur se serra avec de vieux instincts, l'envie de courir, de me cacher, d'éviter la confrontation. Au lieu de cela, je finis de disperser le grain et attendis. Céleste sortit de sa voiture lentement, regardant autour du domaine avec quelque chose qui aurait pu être de l'émerveillement. Elle avait perdu du poids, et il y avait des rides autour de ses yeux, qui n'étaient assez pas là avant. « Bonjour, maman. Bonjour, Céleste. » Nous nous regardâmes à travers la cour de ferme. 2 femmes qui s'étaient blessées mutuellement de façon qui pourrait ne jamais guérir complètement. « Les enfants te manquent, » dit-elle finalement. « Ils me manquent aussi. » Théo continue de demander quand il peut visiter. Léa dessine des images de toi tout le temps. J'attendis, ne lui rendant pas la chose facile. Je suis venue pour m'excuser. Vraiment m'excuser. Pas juste essayer de te faire revenir pour que les choses puissent retourner comme elles étaient. Et pour te dire que Julien et moi divorguons. Quand il a découvert que tu n'allais pas nous donner accès à l'héritage, il a montré ses vraies couleurs. Il s'avère que je n'étais pas la seule personne de qui il volait. Je sentis un éclair de sympathie, mais pas de surprise. Je suis désolée. L'es-tu? Je suis désolée que tu souffres. Je suis désolée que les enfants traversent un divorce. Je ne suis pas désolée que tu apprennes qui Julien es-tu vraiment. Céleste hocha la tête, les larmes commençant à tomber. Je sais que je n'ai pas le droit de demander ceci, mais pourrions-nous recommencer? Pas retourner à comme les choses étaient, mais peut-être construire quelque chose de nouveau? Je regardais ma fille, vraiment la regardais, et vis quelque chose que je n'avais pas vu en années. Humilité, vrai remords, le début du changement. Cela dépend, ai-je dit. De quoi? De si tu es ici parce que tu veux une relation avec moi ou parce que tu veux quelque chose de moi. Je veux ma mère de retour, murmura-t-elle. Je veux que les enfants connaissent leur grand-mère. Je veux arrêter d'être la personne qui t'a abandonnée. Ce n'était pas tout. Ce n'était pas une baguette magique qui effacerait 3 années de douleur et des décennies de tenir pour acquises. Mais c'était un début. Aimerais-tu entrer pour un café? Ai-je demandé. Alors que nous marchions vers la maison ensemble, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre de devant. La femme qui me regardait était droite, confiante, vivante. Elle portait des bottes de travail et un jean qui lui allait réellement. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans une queue de cheval pratique, et son visage était bronzé de passer du temps dehors. Elle ressemblait à quelqu'un qui connaissait sa propre valeur. Henri avait eu raison. Je méritais mieux que ce que j'avais accepté. Mais plus que cela, j'avais finalement appris que j'avais le pouvoir de l'exiger. Le domaine s'étendait autour de nous, mien maintenant dans tous les sens qui comptaient. Les montagnes montaient la garde au loin, immuables et fortes. Et pour la première fois de mes 67 ans, j'étais exactement où j'appartenais. Maintenant, je suis curieuse de vous qui avez écouté mon histoire. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà traversé quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. Et en attendant, je laisse sur l'écran final 2 autres histoires
qui sont les favorites de la chaîne, et elles vous surprendront définitivement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, Fatih. Eux voulaient simplement le rendre heureux. Avais-je dit doucement? Eh bien, peut-être que si tu pensais à nos sentiments pour une fois, au lieu d'essayer d'acheter son amour. Voilà Céleste, trouvant toujours un moyen de faire sonner mes gestes d'amour comme égoïstes. L'ironie ne m'échappait pas que je payais maintenant 3 000 € par mois pour vivre dans cet endroit. De l'argent qui provenait directement de ma sécurité sociale et de la petite pension de mes 30 années comme secrétaire d'école. De l'argent qui aurait pu aider avec le fonds universitaire de Théo ou les cours de danse pour la petite Léa. À la place, cela servait à me garder hors de leur chemin. Françoise. La voix m'a sorti de mes pensées. Marianne, une des infirmières ta mère de jour, se tenait à côté de ma chaise, avec un sourire doux. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir, un avocat. » Mon cœur s'est arrêté. En 3 ans, les seuls visiteurs que j'avais eus étaient les bénévoles occasionnels de l'église. Et cette fois, Céleste était venue pour Noël. Elle était restée exactement 45 minutes, avait passé la plupart du temps au téléphone et était partie avec une excuse précipitée à propos de la circulation. « Un avocat ?» ai-je répété, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Marianne hocha la tête. « Il attend dans la salle de conférence familiale. Voulez-vous que je vous accompagne ?» Je me suis levée lentement, mes mains tremblant légèrement. Que pouvait bien vouloir un avocat avec moi? Mon testament était simple, tout à Céleste et aux petits-enfants. Pas qu'il restait grand-chose après avoir payé pour cet endroit. La marche dans le couloir semblait interminable. Chaque pas résonnait dans le corridor silencieux, se mêlant au bruit distant d'une télévision et à la toux étouffée de quelqu'un. La résidence des Oliviers tentait d'être joyeuse avec ses murs jaunes pâles et ses fleurs artificielles. Mais cela ressemblait encore à ce que c'était. Un endroit où les gens venaient attendre. La salle de conférence était petite et stérile, avec une table ronde et 4 chaises. Un homme dans la cinquantaine était assis à attendre, portant un costume sombre qui semblait coûteux. Il s'est levé quand je suis entrée, tendant sa main avec un sourire professionnel. « Madame Moreau, je suis maître Philippe Dubois, notaire pour la succession de Henri Moreau. » Il s'est interrompu, son expression s'adoucissant. « Je suis très désolée pour votre perte. Henri, mon frère aîné, Henri. » La pièce semblait tourner pendant un moment. J'ai saisi le dossier d'une chaise pour me stabiliser. « Henri est... Quand est-il ?»« Il y a 3 jours, madame. Crise cardiaque. C'était très soudain. » Maître Dubois a tiré une chaise pour moi. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Je me suis effondrée dans la chaise, mon esprit tournoyant. Henri, mort à 72 ans. Nous n'avions pas parlé depuis presque 5 ans. Pas depuis notre dernière dispute à propos de la montre de papa. Un combat si stupide en y repensant. Mais l'orgueil nous avait tenus séparés. Et maintenant, il était trop tard. Je sais que c'est un choc, continua Maître Dubois, s'installant dans la chaise en face de moi. Votre frère a laissé des instructions très spécifiques concernant la façon de vous contacter. Il était très insistant pour que je gère cela personnellement. Il ouvrit une mallette en cuir et sortit plusieurs documents. « Madame Moreau, votre frère vous a laissé quelque chose dans son testament, quelque chose de significatif. » Je fixais les papiers devant moi, les mots se brouillant ensemble. « Je ne comprends pas. Henri et moi, nous n'étions plus proches. » Maître Dubois se pencha en avant, son expression sérieuse. « Peut-être pas récemment, mais votre frère parlait souvent de vous. Il était très préoccupé par votre situation ici. » Ma situation. La chaleur monta à mes joues. Même Henri avait su comment j'avais fini ici, abandonnée par ma propre fille. La honte me frappa fraîchement comme une gifle au visage. « Qu'est-ce qu'il m'a laissé ?» ai-je demandé doucement. Les mots suivants de l'avocat ont tout changé. Mais avant qu'il puisse répondre, la porte de la salle de conférence s'est ouverte brutalement. Céleste se tenait là, légèrement essoufflée, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, malgré la précipitation évidente pour arriver ici. Derrière elle se dressait Julien, son visage fixé dans cette expression sévère que j'avais appris à détester.
Maman !» s'exclama Céleste, se précipitant vers moi avec une préoccupation théâtrale. Je suis venue dès que j'ai entendu pour oncle Henri. Est-ce que ça va? Pourquoi personne ne m'a appelé en premier? Je regardais ma fille. Vraiment regarder. Le sac à main coûteux, les vêtements de créateur, les ongles manucurés, tout en prétendant qu'elle ne pouvait pas se permettre d'aider avec mes soins. La réalisation qui s'était construite pendant des années s'est finalement cristallisée, en certitude froide et dure. Elle n'était pas venue pour me réconforter. Elle était venue parce qu'elle avait entendu parler de l'avocat. Maître Dubois s'éclaircit la gorge et jeta un regard entre Céleste et moi avec un malaise évident. Je crains que cette réunion ait été programmée spécifiquement avec Madame Moreau. Peut-être pourrions-nous... Oh, c'est parfaitement bien, interrompit Céleste, s'installant dans la chaise à côté de moi sans invitation. Je suis sa fille, et j'aide à gérer toutes les affaires de maman maintenant. Elle tendit la main et tapota ma main de cette façon condescendante qui me donnait la chair de poule. « N'est-ce pas, maman ?» Julien resta debout près de la porte, bras croisés, ressemblant à un videur. Je remarquais comment ses yeux continuaient à darder vers les documents étalés sur la table, essayant de les lire à l'envers. « En fait, » ai-je dit, me surprenant moi-même avec la fermeté dans ma voix, « j'aimerais entendre ce que Maître Dubois a à dire. » Le sourire de Céleste se tendit presque imperceptiblement. « Bien sûr, maman. Je suis juste ici pour t'aider à comprendre tout. Tu sais comme les questions juridiques peuvent être déroutantes. » La condescendance dans son ton était comme une allumette sur l'amadou. Combien de fois avait-elle utilisé cette phrase exacte pour justifier la prise de contrôle de ma vie? « Tu sais comme les choses peuvent être déroutantes pour toi, maman. » C'était sa façon favorite de rejeter mes inquiétudes, mes questions, ma capacité même à penser par moi-même. Maître Dubois me regarda directement, ignorant la présence de Céleste. « Madame Moreau, votre frère Henri possédait un domaine dans le Vaucluse, en Provence. 800 hectares de terre pristine qui appartient à votre famille depuis plus de 60 ans. » J'ai cligné des yeux avec surprise. Henri avait un domaine, mais il travaillait à la coopérative agricole. C'était son travail de jour, oui, mais il avait hérité la propriété de votre oncle Robert et élevait des moutons dessus depuis des décennies. Maître Dubois sortit une photographie et la fit glisser sur la table. Voici la maison principale et les bâtiments environnants. La photographie montrait une belle bastide en pierre, nichée contre des collines ondulantes, avec une bergerie rouge et plusieurs dépendances éparpillées à travers des pâturages verts. Les montagnes s'élevaient au loin, créant une toile de fond qui ressemblait à quelque chose d'une carte postale. Ce n'était rien comme le modeste appartement où Henri avait vécu en ville. « Pourquoi ne me l'a-t-il jamais dit ?» ai-je murmuré, traçant les bords de la photographie avec mon doigt. Votre frère était un homme très privé. Il croyait à vivre simplement, même s'il... Maître Dubois s'interrompit, jetant un coup d'œil à Céleste, qui se penchait en avant avec une excitation à peine contenue. Peut-être devrions-nous discuter des détails en privé. « Pas besoin de ça, » dit rapidement Céleste. « Comme je l'ai dit, j'aide maman avec tout maintenant. N'est-ce pas, maman ?» Elle serra ma main plus fort que nécessaire, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. J'ai retiré ma main. Quel détail, Maître Dubois. L'avocat ouvrit un autre dossier et sortit un relevé bancaire. Quand il le fit glisser sur la table, j'ai dû lire les chiffres 3 fois avant qu'ils aient un sens. 6 300 000 €. Henri était très conservateur avec ses investissements, expliqua Maître Dubois. Il a acheté de l'or quand les prix étaient bas, investi dans des obligations d'État et acheté des actions dans plusieurs entreprises de premier plan au fil des années. Il vivait frugalement et laissait son argent croître. La pièce devint complètement silencieuse. Je pouvais entendre mon propre cœur battre dans mes oreilles. 6 millions d'euros. Henri, que je pensais arriver tout juste à joindre les 2 bouts avec sa pension d'usine, avait été millionnaire. Sacré! Respira Julien depuis sa position près de la porte. Céleste lui lança un regard d'avertissement avant de se retourner vers moi, avec des yeux écarquillés. « Maman, c'est incroyable. »
Oncle Henri devait vraiment t'aimer pour te laisser tout cela. Mais je fixais Maître Dubois, essayant de traiter ce qu'il venait de me dire. Il m'a tout laissé? Le domaine, les investissements, les droits miniers sur la propriété, tout. Oui. Il y a aussi ceci. Il me tendit une enveloppe scellée avec mon nom écrit dessus dans l'écriture familière d'Henri. Il voulait que vous lisiez cela vous-même. Avec des doigts tremblants, j'ouvris l'enveloppe et dépliai la lettre à l'intérieur. Les mots d'Henri, écrits dans son écriture soigneuse, firent se serrer ma gorge d'émotion. « Françoise, si tu lis ceci, alors je suis partie, et tu entends parler de ce que je t'ai laissé. Je sais que nous n'avons pas beaucoup parlé ces dernières années, et c'est de ma faute. J'aurais dû avaler ma fierté et t'appeler. Je veux que tu saches que je n'ai jamais oublié ce que tu as traversé avec papa. Comment tu t'es occupé de moi quand j'étais malade enfant? Comment tu t'assurais que j'aille à l'école même quand papa était dans une de ses crises? Tu as été plus un parent pour moi qu'aucun d'eux ne l'a jamais été. J'ai entendu parler de ce que Céleste t'a fait. Ne sois pas surprise. C'est une petite ville, et les nouvelles circulent. Je sais qu'elle t'a mise dans cet endroit, et je sais pourquoi. J'aurais dû intervenir, mais j'ai pensé que tu ne voudrais pas de mon aide après notre dispute. Ce domaine était supposé être à toi, de toute façon. Papa avait toujours dit qu'il irait à nous deux. Mais quand il est mort, j'étais trop en colère pour le partager. Je suis désolée pour ça. Je suis désolée pour beaucoup de choses. Tu mérites mieux que ce que tu as eu, Françoise. Utilise cet argent pour vivre la vie que tu veux, pas celle que les autres choisissent pour toi. Ton frère, Henri. Des larmes brouillaient ma vision tandis que je finissais de lire. Henri avait su. Il avait su exactement ce que Céleste m'avait fait, et il s'était suffisamment soucié pour faire quelque chose à ce sujet. « Qu'est-ce que ça dit, maman ?» La voix de Céleste semblait venir de très loin. Je repliai soigneusement la lettre et la remis dans l'enveloppe. « C'est privé. Maman, nous devons parler de ceci logiquement. » La voix de Céleste avait pris cette patience forcée qu'elle utilisait quand elle pensait que j'étais difficile. C'est une responsabilité énorme. Gérer un domaine, manier des investissements. Tu ne peux possiblement pas faire tout cela toi-même. Je n'ai pas dit que je voulais le faire moi-même. Exactement. Les yeux de Céleste s'illuminèrent. C'est pourquoi Julien et moi sommes ici. Nous pouvons t'aider à comprendre la meilleure façon de gérer tout. Peut-être vendre le domaine, mettre l'argent dans un fonds fiduciaire où il sera en sécurité. Julien s'avança, son expression avide. J'ai une certaine expérience avec l'immobilier. Je pourrais conduire là-bas ce week-end, jeter un coup d'œil à la propriété, voir ce qu'elle vaut sur le marché. Je regardais tous les deux, vraiment regarder. Les vêtements coûteux de Céleste, les yeux affamés de Julien fixés sur les documents. La façon dont ils avaient tous deux matérialisé ici si rapidement, après avoir entendu parler d'un avocat. 3 années de silence, et maintenant, soudainement, ils s'inquiétèrent de m'aider. « C'est très attentionné de votre part à tous les deux, » ai-je dit. « Mais je pense que j'ai besoin de temps pour traiter tout cela. »« Bien sûr que tu en as besoin, » accepta Céleste. « Mais maman, tu dois comprendre que des décisions comme celle-ci ne peuvent pas attendre. Il y a probablement des implications fiscales, des exigences légales. Plus nous attendons, plus cela devient compliqué. » Maître Dubois avait observé cet échange avec une expression neutre. Mais maintenant, il prit la parole. « En fait, Madame Moreau, il n'y a pas d'urgence. Votre frère a structuré tout pour minimiser les conséquences fiscales, et je gérerai toutes les exigences légales. Vous avez autant de temps que nécessaire pour décider ce que vous voulez faire. » Le sourire de Céleste vacilla légèrement. « Eh bien, oui, mais sûrement il est censé d'impliquer la famille dans ses décisions. Où était la famille ces 3 dernières années ? » Les mots sortirent avant que je puisse les arrêter. La pièce devint silencieuse. Céleste cligna des yeux, semblant vraiment blessée. « Maman, ce n'est pas juste. Tu sais que nous visitons. Tu m'as rendu visite exactement 4 fois, en 3 ans, Céleste. 4 fois. Et 3 de celles-ci étaient des fêtes, quand tu te sentais obligée. » Ma voix était plus ferme que je ne me sentais.
La dernière fois était Noël il y a 8 mois, et tu as passé tout le temps à te plaindre du trajet jusqu'ici. Maman, nous avons été occupés avec les enfants, avec le travail. Trop occupés pour appeler, trop occupés pour vérifier si j'allais bien, trop occupés pour m'emmener pour un repas ou même amener les petits-enfants me voir. Je me levais lentement, sentant la force revenir dans mes jambes. Mais d'une manière ou d'une autre, vous avez trouvé le temps d'être ici 21 minutes après qu'un avocat ait mentionné un héritage. Julien bougea inconfortablement. « Écoute, Françoise, je pense qu'il y a eu des malentendus. »« Pas de malentendus, » ai-je dit doucement. « Juste finalement comprendre. » Céleste tendit la main vers mon bras. « Maman, s'il te plaît, je sais que nous n'avons pas été parfaits, mais nous sommes une famille. Nous t'aimons. » Je regardais sa main sur mon bras, puis son visage. Pendant un moment, j'ai vu la petite fille qu'elle était, celle qui se glissait sur mes genoux quand elle faisait des cauchemars. Mais cette petite fille était partie, remplacée par une femme qui me voyait comme rien de plus qu'un désagrément à gérer. « Maître Dubois », ai-je dit, me tournant vers l'avocat. « J'aimerais programmer une autre réunion, juste nous deux. » Il hocha la tête. « Bien sûr. Je reste en ville cette nuit. Est-ce que demain matin conviendrait ? » Ce serait parfait. Céleste se leva rapidement, son sang-froid se fissurant finalement. « Maman, tu ne peux pas simplement nous exclure de ceci. Nous sommes ta famille. » Je marchais vers la porte, puis me retournais pour la regarder. La famille n'abandonne pas les uns les autres dans des maisons de retraite et ne disparaît pas pendant des mois à la fois. Alors que je quittais la salle de conférence, j'entendis Céleste crier après moi, sa voix tranchante de panique. Mais pour la première fois en 3 ans, je ne me suis pas arrêtée pour la réconforter, pour lisser les choses, pour la faire se sentir mieux de m'avoir maltraitée. Pour la première fois en 3 ans, j'ai continué à marcher. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais l'écriture d'Henri. Je sentais le poids de ses mots. « Tu mérites mieux que ce que tu as eu, Françoise. » La lettre était rangée en sécurité dans le tiroir de ma table de nuit. Mais j'avais déjà mémorisé chaque mot. 6 millions d'euros. Le chiffre continuait de tourner dans ma tête comme une machine à sous qui avait finalement touché le jackpot. Je pouvais quitter cet endroit. Je pouvais réellement partir. Mais même alors que l'espoir fleurissait dans ma poitrine, une voix familière murmurait des doutes. Qui est-ce que je berçais ? J'avais 67 ans, vivant dans une maison de retraite parce que ma propre fille avait dit que je ne pouvais pas prendre soin de moi-même. Qu'est-ce que je savais sur la gestion d'un domaine ou de millions d'euros ? Le matin apporta un visiteur matinal. Je prenais le petit déjeuner dans la salle à manger quand Marianne s'approcha de ma table, l'air mal à l'aise. « Françoise, votre fille est ici. Elle demande à vous voir et elle a amené les petits-enfants. » Ma cuillère se figea à mi-chemin vers ma bouche. Céleste n'amenait jamais Théo et Léa ici. En 3 ans, ils avaient visité exactement 2 fois. Et les 2 fois, Céleste les avait précipités dehors après 15 minutes, prétextant que l'endroit sentait bizarre et était déprimant pour les enfants. « Dites-lui que j'arrive tout de suite », ai-je dit, mon estomac se retournant. Je les trouvais dans le hall. Théo, maintenant 11 ans, était assis rigidement sur une des chaises inconfortables, son téléphone serré dans ses mains. Léa, 8 ans, gigotait à côté de lui, ses couettes blondes rebondissant tandis qu'elle regardait autour avec des yeux grands et incertains. Ils semblaient tous deux préférer être n'importe où ailleurs. Céleste se tenait près du bureau de réception, parfaitement mis ensemble comme toujours. Mais je pouvais voir la tension dans ses épaules, le sourire tendu qui n'atteignait pas ses yeux. « Maman » appela-t-elle, sa voix excessivement brillante. « Regarde qui voulait venir voir grand-mère. » Théo leva les yeux de son téléphone et me fit un signe de main faible. « Salut, grand-mère. » Léa sauta et courut vers moi, en roulant ses petits bras autour de ma taille. « Grand-mère Françoise, maman a dit que nous pourrions t'emmener déjeuner. » Mon cœur fondit à son enthousiasme, même alors que je me demandais ce que Céleste leur avait promis pour les faire venir ici. « Cela sonne merveilleux, ma chérie. Il y a ce grand petit café en ville, » dit Céleste,
se dirigeant déjà vers la porte. « Très tranquille, parfait pour parler. » Le café était effectivement tranquille, si tranquille que notre conversation portait facilement aux tables voisines. Céleste avait choisi une banquette d'angle, se positionnant pour qu'elle puisse voir quiconque pourrait écouter. Théo et Léa s'assirent en face de nous, partageant une assiette de cookies aux pépites de chocolat qu'aucun d'eux ne semblait particulièrement intéressé. « J'espère que tu n'es pas en colère à propos d'hier, » commença Céleste, remuant du sucre dans son café avec un soin délibéré. « Je sais que cela a pu sembler que nous étions pressants, mais nous sommes juste inquiets pour toi. » Je sirotais mon thé et attendis qu'elle continue. J'avais appris il y a longtemps que Céleste révélait plus quand je la laissais remplir le silence. Cet héritage, c'est merveilleux. Bien sûr, oncle Henri était si généreux, mais maman, tu dois comprendre comme cela doit être accablant pour toi. Elle tendit la main sur la table et couvrit ma main avec la sienne. Gérer ce genre d'argent, tout un domaine, c'est beaucoup, même pour quelqu'un qui a l'habitude de gérer des finances complexes. Et tu penses que je ne suis pas capable de le gérer? Je pense que tu es fantastique, maman. Mais tu vis aussi en soins assistés pour une raison. Les médecins ont dit... Quel médecin? Ai-je interrompu. Je n'ai jamais été évaluée par des médecins sauf pour mes bilans de santé réguliers. Le sourire de Céleste vacilla. Eh bien, Dr Rousseau a dit que tu avais quelques problèmes de mémoire. Et Dr Rousseau a dit que j'avais de l'arthrite légère et la tension légèrement élevée. Rien sur des problèmes de mémoire. Le silence s'étira entre nous. Léa leva les yeux de son cookie, sentant la tension. « Est-ce que ça va, grand-mère? »« Je vais bien, ma chérie. » l'ai-je assuré, forçant un sourire. Céleste se regroupa rapidement. « Le point est, nous voulons t'aider à prendre les meilleures décisions. Julien a étudié des firmes d'investissement et nous pensons qu'il serait intelligent de tout mettre dans un portefeuille géré. Comme ça, tu n'as pas à t'inquiéter du stress quotidien. » Et qui gérerait ce portefeuille? Eh bien, nous mettrions en place pour que Julien et moi puissions aider à surveiller les choses, juste pour s'assurer que tout reste sûr. Elle serra ma main. Nous pourrions même arranger pour qu'une allocation mensuelle soit envoyée directement à la résidence des Oliviers, pour que tu n'aies jamais à t'inquiéter des paiements. Voilà. Il voulait pas contrôler l'argent et me garder exactement où j'étais. Et si je voulais quitter la résidence des Oliviers? Ai-je demandé doucement. Le masque de Céleste glissa pendant juste un moment. Maman, sois réaliste. Tu ne peux plus vivre seule. Souviens-toi de ce qui s'est passé avant. Tu oubliais de payer les factures. Tu laissais la cuisinière allumée.